Je vais passer la parole à mon collègue Alexandre Benoît, qui est sur la partie numérique à la Chambre de commerce et d'industrie, donc qui va vous présenter un petit peu ce qui est fait en termes de numérique à la Chambre de commerce. Alexandre, je te passe la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Alors, je vais en profiter. Bonjour à tous, donc Alexandre Benoît, je suis conseiller digital, conseiller numérique à la Chambre de commerce de Seine-Maritime. Avec mon collègue Maxime Prestovanski, on accompagne les entreprises et les porteurs de projets sur tout ce qui est attrait au numérique et au digital, notamment via des formations éligibles au CPF qui permettent de prendre en main les outils numériques et surtout les outils numériques avant de se lancer dans le e-commerce. On a aussi une phase de conseil, mais surtout une phase de prise en main et puis de préconisation pour vous proposer les outils les plus adaptés quand vous vous lancez dans une activité de e-commerce. Donc, pour ma part, j'ai plus une expertise sur les réseaux sociaux et le marketing social. Et mon collègue a une expertise qui est un peu plus poussée sur le développement de projets e-commerce qui peut être très, très utile là, pour la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à me recontacter ou à nous recontacter. On mettra nos coordonnées dans le chat directement. Voilà. Je relaisse la main à Marie pour la suite. Merci Alexandre. Du coup, je passe la parole à Frédéric directement pour qu'elle présente un petit peu la thématique du webinaire et notre intervenant. Oui, merci Marie. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Frédéric Blondel, je suis directrice commerciale à La Poste, en charge du marché des professionnels et des particuliers sur la Normandie. Nous organisons, dans le cadre de notre partenariat avec la CCI Seine-Estuaire depuis maintenant 2 ans, des webinaires de ce type à travers de notre programme Femmes et Challenge qui soutient les femmes entrepreneuses notamment. Cette démarche pour nous est importante d'accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises que vous pouvez être autour de la création de nouvelles activités. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on pense que notre entreprise, La Poste, a un rôle à jouer pleinement dans le cadre de ce développement, notamment de nos territoires qui sont plutôt vertueux sur la Normandie en termes de projets et de création d'entreprises. Alors c'est pour ça que sur ce webinaire, en fait, on a souhaité travailler avec l'équipe de Startech Normandie, qui nous paraît être une entreprise clairement, je dirais, innovante et embarquant tout ce qui est lié au commerce en ligne, notamment à la création d'activités. Et je remercie Thomas Leroy d'être avec nous aujourd'hui, parce que l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler avec vous et de vous accompagner dans vos projets au titre de notre entreprise, mais aussi de se donner des visions externes pour pouvoir vous aider à vous poser aussi ces bonnes questions sur tout ce qui est création de commerce en ligne. Et on verra après comment nous vous accompagner. Merci Thomas. Sans plus attendre, je te laisse la parole pour nous parler des trucs et astuces pour bien démarrer ces nouvelles activités. Ok, merci Frédéric. Et du coup, merci pour l'invitation quand même. Donc, normalement, tout le monde m'entend bien, ça devrait aller. Oui, très bien. Alors, parfait. Alors, je reprends le contrôle. Donc, du coup, l'idée, comme ça a été dit aujourd'hui sur ce webinaire, c'est de parler des bonnes questions à se poser pour démarrer dans le e-commerce en ligne, dans le commerce en ligne dans le e-commerce. Et du coup, moi, je vais être votre hôte pendant les 40 prochaines minutes. Donc, comme l'a dit Frédéric, je m'appelle Thomas Leroy et en fait, je suis formateur dans Startech Normandie, formateur spécialisé plus dans la partie développement web, création de sites web, algorithme, je touche à peu près tous les outils et je touche également un peu de e-commerce et des outils e-commerce. Pour faire une petite présentation vraiment rapide de Startech Normandie, hop. On est un centre de formation et CFA numérique. On est basé à Alençon. Et en fait, on donne des formations donc soit professionnalisantes pour des particuliers ou des professionnels. Donc vraiment, juste l'idée, c'est vraiment de leur apprendre les bases de tout ce qui tourne autour du marketing digital et toutes les notions qui sont autour de ça. Ou alors, on donne des formations plus certifiantes avec des titres professionnels à la clé de type Bac+2 ou Bac+3. Encore une fois, vraiment dans le marketing digital et dans la gestion de projet. Voilà vraiment pour une présentation vraiment express de ce qu'est Startech Normandie. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Sans surprise, on va parler de e-commerce du coup.
Et on va parler des questions à se poser avant de se lancer, mais on va également en fait aller un petit peu plus loin et on va surtout se poser les questions qu'on va vouloir avoir avant, pendant et après la création d'un e-commerce. L'idée pour vous, ça va être d'avoir différentes pistes, différentes choses à laquelle il va falloir réfléchir, de peut-être débunker différents clichés qu'on a sur le principe même de la création du e-commerce, que vous ayez des points clés et que globalement, tout se passe au mieux pour vous avant de créer, pendant la création et même après pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. L'idée, voilà, c'est que vous ayez des pistes, des idées et des outils que vous pourriez éventuellement utiliser. Juste, histoire que du coup on parte tous sur la même longueur d'onde, je vous propose une définition de ce qu'est le e-commerce. On a tous plus ou moins la même définition. L'idée là, c'est vraiment qu'on soit tous sur la même base, histoire d'être OK sur la suite de ce webinaire. La définition la plus simple du e-commerce que j'ai pu trouver, c'est que le e-commerce ou le commerce électronique regroupe l'ensemble des transactions commerciales s'opérant à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales. Si on enlève tous les mots un petit peu difficiles, globalement, le e-commerce, à la place du commerce physique que vous pouvez faire quand vous faites vos courses de manière régulière, ce sont vraiment des achats que vous allez faire sur Internet. Et ça ne va pas forcément être uniquement des achats de marchandises type physique. Vous pouvez également acheter des services sur Internet, donc ce serait du e-commerce. Vous pouvez, quand vous allez acheter des places de concert, c'est également du e-commerce sur un site de billetterie. Vous pouvez acheter des fichiers dématérialisés, donc peut-être des fichiers PDF, certains fichiers de cours, pourquoi pas. Tout ça va également être du e-commerce. C'est vraiment la notion d'acheter quelque chose sur Internet. Il faut savoir que le e-commerce est devenu le principal canal de la vente à distance de nos jours et que les utilisateurs le considèrent par rapport au commerce physique plus rapide, plus pratique, parfois même moins cher. Et également, ça permet d'avoir en fait un comparatif beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace entre les différents produits. Il faut savoir qu'on est à un stade où la majorité des commerçants et des futures entreprises, même des marques, envisagent de démarrer ou même d'étendre leur activité en ligne. Et je pense qu'on peut les comprendre, étant donné que c'est un secteur à très forte croissance. On est à 24,9% de progression entre 2019 et 2021. Pour l'information, lorsque je vais donner des chiffres comme ça, je me base sur une source qui s'appelle la FEVAD et j'ai le lien sur le PowerPoint que je pourrais vous passer. Donc du coup, cette augmentation, on la doit évidemment grâce à la crise sanitaire et au Covid et ça ne va pas s'arrêter comme ça. On peut dire actuellement que le e-commerce a complètement bouleversé la donne par rapport au commerce physique, sans pour autant forcément le manger ou le cannibaliser. Bien au contraire, on arrive vraiment à un moment où le e-commerce et le commerce physique commencent à se relier entre eux et on trouve plus des synergies entre les deux et ça permet d'avoir vraiment un lien très intéressant. Maintenant que le côté définition est fait, je vais juste vous proposer quelques chiffres par rapport au e-commerce. Encore une fois, la source vient de la FEVAD. En ce qui concerne le chiffre d'affaires en France, on est passé de 96,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 à 129,1 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Ça vous montre qu'il y a une très 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 forte croissance du secteur et que du coup il y a vraiment un impact vraiment très très fort. Autre chose intéressante, ce sont les parts du e-commerce. Il y a vraiment deux écoles dans l'e-commerce. Il y a la vente de services où du coup on va acheter typiquement un service. Vous allez avoir peut-être les sites de professorat ou de formation où vous allez vous allez payer pour vous faire former à quelque chose. Et à côté, on va voir la vente de marchandises que vous connaissez, je pense tous, étant donné que à peu près tout le monde fait au moins un achat sur Amazon peut-être ou sur d'autres sites en ligne. Et on a cette différence-là. Il faut savoir que la vente de services vaut 56% du e-commerce et que la vente de marchandises vaut 44%. Troisième chiffre très intéressant, on parle de rentabilité des sites e-commerce, surtout dans la vente de produits. Il faut savoir que 25% des sites e-commerce vendant des produits ne sont pas rentables. Et ça, c'est quand même assez énorme quand on voit la quantité de sites e-commerce qui existent. 63% sont rentables, donc évidemment, les sites fonctionnant avec le plus de chiffre d'affaires vont être extrêmement rentables, mais les plus petits sites vont l'être moins. Et 12% vont vraiment être pile à l'équilibre.
Le nombre de sites e-commerce est en hausse de 11%, on reste sur cette base-là à peu près tous les ans. Ça nous fait environ quasiment 100 000 sites e-commerce qui rentrent sur le marché chaque année. C'est très important de le voir, étant donné que ça vous montre qu'il y a une très forte concurrence. Le système de concurrence, on va le revoir vraiment tout au long de ce webinaire, mais c'est très important. Beaucoup de personnes se lancent dans l'e-commerce, donc du coup, il va falloir s'en démarquer. Pour finir, au niveau des transactions, par rapport à la clientèle, les clients sont passés de 3,7 en moyenne achats en e-commerce en 2020 à environ 4,2 transactions par mois. Ça indique que les clients achètent de plus en plus en ligne. Encore une fois, on remercie le Covid et la crise sanitaire pour cette augmentation. On a fait un peu notre base au niveau de la définition et des chiffres. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et on va se poser un peu les questions pour l'instant avant de se lancer dans le e-commerce. La première question, peut-être la plus importante, c'est quelle va être notre stratégie? Quand j'entends votre stratégie, c'est dans un premier lieu votre format de vente. Est-ce que vous allez faire du C2C, donc du consumer to consumer, donc de la vente entre particuliers? Typiquement, des sites e-commerce qui font de la vente entre particuliers, on va penser à Vinted, eBay, Cdiscount, etc. Où vraiment, c'est un particulier qui vend un produit pour qu'il soit acheté par un autre particulier. C'est un premier format de vente. Le deuxième format de vente, ça va être du B2C, donc business to consumer, de l'entreprise vers le particulier. Là, je pense que vous connaissez tous au moins une entreprise qui vend des produits. Encore une fois, le plus connu va être Amazon, mais toutes les boutiques peut-être de vêtements où vous pouvez acheter et commander des vêtements en ligne font du B2C, ou même d'autres boutiques vendant du matériel informatique ou quoi que ce soit. Ça peut être du B2C. Pour finir, on va avoir le B2B, où là, du coup, on va se concentrer sur la vente entre business to business, donc entre entreprises. Typiquement, dans le e-commerce, un modèle B2B qui va fonctionner, ça va être toutes les entreprises de grossistes. Il y a une entreprise informatique qui s'appelle ECP, qui est un grossiste informatique où l'idée va être de vendre vraiment beaucoup de produits, une grande quantité de produits à un coût réduit, où on va vraiment vendre plus sur la quantité que sur le prix. Il faut savoir que ce format de vente-là, il est vraiment important à définir parce que tout va changer suivant votre format de vente. Si vous faites du B2C, le système d'achat et de retour va complètement être différent du B2B. En B2C, on va être sur un achat peut-être un peu plus rapide, où l'utilisateur va acheter son produit et se le faire livrer en quelques jours. Et le B2B, on va plus être sur des accords qui vont être signés sur du long terme, où on va vraiment avoir un prix, des négociations sur le prix de la marchandise, sur le prix de la livraison, la durée de la livraison, et tout ce qui va tourner autour des politiques de renvoi et de retour, là aussi, va être totalement différent entre ces différentes notions. Donc ça, c'est vraiment important de se caler sur ce format de vente. L'autre point va être évidemment, comme j'ai dit, de parler de votre stratégie pure. Et là, la question va être de se poser, est-ce que j'ai un commerce physique ou pas? Déjà pour commencer, en tant que base, est-ce que j'ai un commerce physique que je souhaite me rendre visible, le rendre visible sur Internet, ou est-ce que je pars vraiment de rien du tout et que je crée un e-commerce en partant de rien et de ce que je sais faire sans avoir de boutique? Si on a une boutique physique, on peut juste vouloir la rendre visible, donc se créer une vitrine. Et pour ça, il existe des outils comme Google My Business qui permet de créer une fiche. Quand vous tapez le nom d'une entreprise sur Google, vous avez très souvent sur la droite de la page une petite fiche avec la photo de l'entreprise, ses horaires ou n'importe quoi. Les horaires, le contact, numéro de téléphone, email, etc. Tout ça, c'est créé par une fiche Google My Business. Et ça vous permet d'avoir une certaine déjà visibilité sur des moteurs de recherche. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux, donc créer des pages Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez. Vous allez devoir l'alimenter pour vous rendre complètement visible. Vous créez une communauté et cette communauté va aller dans votre boutique physique. Le dernier point va être évidemment de créer un site web où là, vous avez toujours deux écoles. Est-ce que vous allez créer une vitrine où vous allez juste présenter votre activité pour donner envie aux gens d'aller dans votre boutique physique, ou est-ce que vous allez faire, comme dans le cas de ce webinaire, un e-commerce pur? Autre cas, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous partez de rien du tout, vous allez encore une fois devoir réfléchir. Est-ce que je veux
créer vraiment un site e-commerce ou un site web, ou est-ce que je veux passer sur les réseaux sociaux pour faire de la vente? Les réseaux sociaux type Facebook ou Instagram ont maintenant des marketplaces où vous pouvez vendre des produits et des personnes font fonctionner un e-commerce de cette manière. Dans le cas de ce webinaire, je vais vraiment rester sur la partie site web et site e-commerce. Et du coup, on va pouvoir continuer. Donc, à partir de là, vous avez défini votre stratégie, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez que vous voulez faire un site ou un site e-commerce. Et la deuxième question va être de se poser un peu la question de notre modèle. Est-ce que je vais, comment je vais faire fonctionner mon site e-commerce? Est-ce que je pars sur un principe de déstockage? Beaucoup de marques peuvent faire ça en fait, où ils ont une nouvelle collection qui approche, ils n'ont pas réussi à écouler entièrement leur ancienne et ils font un site où ils vendent leur ancienne collection avec des réductions et vraiment tout en déstockage. Et ils font fonctionner un e-commerce comme ça pour remplir leur magasin avec la nouvelle collection et avoir l'ancienne avec des réductions pour attirer la clientèle. Les deux autres modèles un peu plus connus, ça va être le Drive et le Click and Collect. Donc le Drive, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous faites votre achat en ligne, vous vous déplacez jusqu'au magasin et quelqu'un va déposer votre achat dans votre coffre. Vous rentrez chez vous, vous avez vos courses. Jusque-là, tout fonctionne. L'autre cas va être le Click and Collect. Vous allez acheter votre produit, vous déplacer dans le magasin et récupérer votre produit à l'intérieur du magasin. Ça va avoir un intérêt dans le sens où le client se trouve dans le magasin et il peut très bien rester dans le magasin pour regarder un peu les différents articles et peut-être acheter à nouveau à l'intérieur. Dans ces deux cas-là, par contre, on rentre vraiment dans une optique où vous avez un magasin physique. Le quatrième cas, je vais parler du dropshipping. Alors, le dropshipping a une très mauvaise réputation. Je pense qu'on peut se l'accorder. C'est vraiment associé peut-être à des arnaques, au fait de vendre des produits extrêmement chers alors qu'ils ne valent rien. Là où j'en parle, c'est qu'on peut très bien faire du dropshipping de manière totalement éthique et totalement réglo, et que c'est un modèle e-commerce qui fonctionne. Le principe de base, c'est simplement que vous servez d'intermédiaire entre un fournisseur et un client. Vous avez la boutique où vous vendez un produit, et lorsque le client l'achète, c'est le fournisseur en fait qui envoie le produit au client. Vous avez simplement à gérer les frais d'envoi et les frais de livraison. De cette manière, le fournisseur récupère de l'argent parce que le fournisseur vous vend le produit à vous. Vous vendez le produit au client, vous récupérez votre marge de manière, cette fois-ci, réglo. Et derrière, vous n'avez pas forcément de stock à gérer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un modèle qui peut être intéressant, si tant est qu'on n'en abuse pas, tandis que les lois commencent vraiment à se durcir par rapport à ce modèle pour les abus. Concernant le dropshipping, pour vraiment avoir un détail, j'ai une vidéo YouTube que j'ai dans le PowerPoint. Je vous laisse le lien dessus et du coup, vous pourrez la regarder et vous l'envoyer pour que vous puissiez vraiment vous faire un avis dessus. Maintenant qu'on a notre modèle, on va un peu se poser la question de comment est-ce qu'on va lancer notre site e-commerce? Est-ce qu'on va le faire nous-mêmes ou est-ce qu'on va passer par un prestataire? Alors, avant toute chose, j'insiste vraiment sur un point. Ce que je vais vous présenter là, les différents outils et les différentes façons de procéder, n'impliquent pas d'avoir des connaissances en développement web. C'est pratique, c'est vraiment un plus pour vous démarquer, mais vous pouvez sans aucun problème créer un site e-commerce, un minimum personnalisé, sans avoir de connaissances en développement web. Donc, comme je l'ai dit, on peut le faire soi-même, passer par un prestataire. Quand on passe par un prestataire, ça va prendre un petit peu moins de temps, mais par contre, ça va vous coûter plus d'argent, parce que du coup, vous passez par une agence. L'autre risque d'avoir un prestataire, c'est que si vous manquez un petit peu de connaissances dans la création de sites, il peut vous vendre des fonctionnalités ou du temps de développement qu'il ne ferait pas. Peut-être juste il a juste à cliquer sur un bouton pour télécharger tout un code qui va faire votre besoin et vous le vendre comme quoi il va devoir le développer et mettre plusieurs jours, ce qui va vous coûter plus cher alors qu'il lui ne fait rien. C'est un risque, ça existe. Je préfère vous en parler comme ça. L'autre point important, ça va être pour vous de faire un cahier des charges. Si vous passez par un prestataire, ce cahier des charges va devoir définir votre projet, l'encadrer et le faire de manière assez stricte. L'idée derrière ça, c'est pour vous éviter de faire des allers-retours à vous dire « Ah non, finalement, je voudrais avoir une page comme ça, puis du coup, non, finalement, je voudrais mettre ce produit-là, oh, je voudrais changer cette couleur, je voudrais faire ci, puis je voudrais faire ça. » À chaque fois que vous faites ça, le prestataire, il va vous facturer du temps de travail en plus. Donc, c'est du coût en plus pour vous.
Donc ce cahier des charges, il va vous servir à vous à correctement définir le projet et à éviter d'avoir des surcoûts qui seraient totalement imprévus parce que vous n'avez pas forcément pensé à une chose ou deux. L'autre côté va du coup être de le faire soi-même. Comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en développement web pour le faire. Il y a différents outils. Là où il y a un intérêt à le faire soi-même, c'est que par contre, il y a moins d'argent à prendre en compte. Si on le fait soi-même, c'est très souvent juste l'hébergement du site qui va être à payer. Et sur des serveurs typés OVH ou n'importe qui d'autre, les coûts restent assez minimes. On est sur du 5 à 10 euros par mois, ou voire même par an pour certains sites. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez peu coûteux. Mais par contre, ça va vous prendre énormément de temps. Si on veut le faire nous-mêmes, du coup, il va y avoir différents outils qui peuvent être intéressants à utiliser. On a deux familles d'outils. On va voir les solutions dites clés en main, ou alors on va créer un site avec un outil qu'on appelle un CMS, donc Content Management System, donc un outil de gestion du contenu. Vous avez vraiment ces deux écoles. L'intérêt, c'est que les solutions clés en main, si vous passez par un prestataire, va vous coûter beaucoup plus cher, mais va vous permettre d'avoir un catalogue beaucoup plus élevé. Dans ces solutions clés en main, on va avoir Shopify, Oxatis, WheezyShop, PrestaShop. Il y en a vraiment plein d'autres. L'idée, par contre, si vous le faites par vous-même, c'est que ces solutions clés en main sont très souvent payantes avec des abonnements par mois. Shopify coûte par exemple 30 euros par mois d'utilisation, avec une période d'essai d'une semaine. Oxatis coûte 39 euros par mois. WheezyShop coûte 27 euros par mois. PrestaShop, lui, va être gratuit. Vous allez pouvoir l'utiliser vraiment pour vous de manière totalement gratuite. Par contre, il est très difficile à personnaliser. Il va très souvent demander des connaissances en développement web pour vraiment faire quelque chose de très personnalisé et de vraiment propre à vous. Et si vous passez par un prestataire, un site PrestaShop très personnalisé peut coûter assez cher. On est sur une moyenne entre 7 et 10 000 euros quand même. C'est quand même assez élevé. L'autre coût, ça pourrait être de créer le site, donc comme je l'ai dit, avec un CMS. Et l'outil le plus connu, c'est WordPress. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un outil qui permet de créer des sites web, le plus souvent à la base typé blog en fait. Mais WordPress vient avec ce qu'on appelle des extensions, donc des petits blocs qui vont se greffer au site de base. Et l'extension la plus connue pour faire du e-commerce s'appelle WooCommerce. On a également GigoShop qui le fait également. Cette extension va vous permettre en fait d'avoir presque le même principe qu'une solution clé en main, déjà de manière gratuite, avec la personnalisation un peu plus simple que peut proposer WordPress par rapport à ces différents outils. La différence majeure, par contre, c'est que le catalogue d'un WooCommerce va être beaucoup plus faible qu'un catalogue sur PrestaShop ou Shopify. Donc là, c'est à vous vraiment de faire un choix et de vous dire, j'ai pas un énorme catalogue, j'ai pas forcément besoin de dépenser trop d'argent, donc peut-être que je vais passer sur un WordPress et un WooCommerce. Ou alors, je vends énormément de produits, donc dans ce cas-là, ça va vraiment être pertinent de passer sur une solution clé en main. Là, c'est à vous vraiment d'y réfléchir. Donc encore une fois, un WordPress, un WooCommerce va vous coûter moins cher, une solution clé en main va vous coûter plus cher, mais avec plus de produits. Dans le cadre d'un WordPress, ce que je peux vous montrer, donc juste cet imprimé écran, une idée d'une page, on va vraiment avoir des fiches produits qu'on peut ajouter au panier, où on va avoir les différents prix, on peut les ajouter, valider la commande. Dans cet exemple-là, c'est une petite page, une mini page de boutique avec des e-books que j'avais dû faire pendant un projet, où la personne peut ajouter ses e-books au panier, les payer et les télécharger juste après. Dès qu'il a payé, on a un téléchargement et il récupère son e-book sans aucun problème. Voilà un peu vraiment une idée de fonctionnement d'une page WordPress. L'intérêt derrière WordPress, comme j'ai dit, c'est sa personnalisation. Vous pouvez faire vraiment des choses très complètes et très simples de manière gratuite sans avoir de connaissances en dev. L'autre intérêt, quand on va passer sur le côté vraiment e-commerce, c'est que vous allez pouvoir créer des fiches produits. Vous avez l'exemple juste ici. Et cette fiche produit c'est globalement la même que vous soyez sur une solution e-commerce ou sur un WordPress avec une extension. Vous allez rentrer en fait le titre tout en haut. Oups, j'ai cliqué sur le bouton. Et hop, je reviens là. Vous allez cliquer sur le titre. Donc le titre de votre produit. Juste en bas, vous avez la description du produit. Donc vous allez expliquer à quoi sert le produit pour donner envie à votre client d'acheter. Un peu plus bas, vous allez avoir le tarif de base de votre prix.
Et en dessous, vous allez pouvoir gérer les promotions et même pouvoir planifier les dates de promotion. D'un côté très technique, c'est assez pratique de pouvoir gérer ça. En plus de ça, si vous êtes comme le cas où j'ai eu à faire des e-books, vous pouvez choisir le fichier à télécharger et comme ça, dès que l'achat est fait, le fichier va se télécharger. Vous pouvez l'ajouter ici. Sur la droite, vous avez toutes les catégories qui peuvent être utiles pour faire du tri et vous avez l'image de votre produit qui sera mise en avant lorsque vous présenterez le produit. Un peu plus bas, en descendant, malheureusement, c'est juste un imprimé écran, mais en descendant, vous pouvez mettre plusieurs images pour avoir un défilé, avoir des zooms, etc. Donc, vous pouvez vraiment complètement gérer votre fiche produit avec un WordPress et un WooCommerce. Et vraiment, comme je l'ai dit, cette forme-là, vous l'avez même pour les solutions clients. Complètement la même chose. Maintenant qu'on est un petit peu parti sur le WordPress, sur le WooCommerce, qu'on sait un peu quel outil on va vouloir utiliser, on va vraiment rentrer dans le cœur de la création du coup de notre e-commerce et des questions qu'on va se poser pendant qu'on le crée. La première chose à penser, ça va être l'expérience utilisateur. Quand je parle d'expérience utilisateur, c'est faire en sorte que votre utilisateur, lorsqu'il rentre dans votre site, il ait déjà envie d'y rester. Parce qu'un utilisateur qui reste sur votre site, c'est un utilisateur qui peut avoir envie d'acheter. Et s'il peut avoir envie d'acheter, vous avez tout gagné. Et c'est vraiment important, c'est qu'il faut savoir qu'on est quasiment à 68% des utilisateurs qui quittent un site à cause de leur expérience utilisateur. Si votre UX est mauvaise, votre utilisateur va s'enfuir, littéralement. Au niveau des chiffres, 44% des utilisateurs d'un site le quittent parce qu'ils ne trouvent pas les informations de contact ou parce qu'ils ont du mal à trouver les pages de produits. Encore une fois, si vous cachez vos informations, votre utilisateur va penser que vous êtes un site un petit peu frauduleux, que vous n'êtes pas forcément fiable, et il ne va pas chercher à acheter. Autre point, la moitié des utilisateurs regardent les produits et les services avant tout le reste sur votre site. Ça peut être intéressant du coup de mettre en avant certains produits pour y montrer que vous vendez vraiment des choses et qu'il peut avoir un intérêt à rester chez vous. Autre point intéressant, évidemment, c'est le développement sur mobile, ce qu'on appelle le responsive design. L'idée, c'est que la consommation online sur mobile a augmenté de quasiment 80% en l'espace de 2 ans. Encore une fois, merci la crise sanitaire. Et on est à un stade où la moitié des Français se connectent sur leur smartphone et font des achats sur leur smartphone. La moitié de votre clientèle va être sur un téléphone. Donc vous allez devoir quand même penser à la forme, à l'agencement et à l'expérience utilisateur de votre site sur un mobile. Les différents outils que je vous ai montrés, PrestaShop ou WordPress, Oxatis et compagnie, sont assez souvent bien adaptés sur mobile. Donc vous n'avez pas forcément trop besoin d'y voir un côté technique, mais il faut quand même y réfléchir. Et c'est quand même vraiment intéressant. Le souci étant que penser à ce genre de choses, penser à cette manière d'agencer le site, ça va vous prendre du temps. Ça va peut-être du coup impliquer d'avoir des fonctions en plus. Et si ça a des fonctions en plus, c'est un coût en plus. Encore une fois, on y reviendra très souvent à cette notion de coût en plus. L'idée aussi pour vous, vous allez devoir, si vous rajoutez des fonctionnalités, c'est qu'il va y avoir un système de maintenance pour garder, si vous le faites avec des extensions, il va falloir les garder à jour pour éviter les problèmes de sécurité. Parce que si vous avez des soucis de sécurité, que votre site se fait pirater, évidemment, la clientèle va sûrement le savoir et à partir de là, vous allez être moins visible et moins pertinent pour eux à aller voir. L'idée, en fait, si je vous présente ça, c'est vraiment que vous ayez une réflexion autre que simplement avoir une vitrine et vous dire, voilà, j'ai mon nom, j'ai quelques images et c'est très bien, j'ai quelques produits. Mais s'il y a juste ça et que vous ne réfléchissez pas forcément à votre client et à vous dire, je veux que mon client reste sur le site, vous allez du coup perdre de la clientèle qui aurait pu rester et qui aurait pu acheter. En plus de l'expérience utilisateur, vous allez devoir penser à d'autres aspects, cette fois-ci un peu plus techniques, notamment le côté paiement. L'idée pour vous, c'est de vous dire qu'est-ce que j'utilise comme moyen de paiement? Est-ce que j'autorise le paiement par carte? Ce qui me semble relativement cohérent, étant donné que 80% des Français font leurs achats en ligne avec leur carte bancaire. C'est quand même intéressant. L'autre point va être, est-ce que vous utilisez une plateforme de paiement? PayPal, Stripe, on va avoir Moonext, Amazon Pay, iPay. L'idée, c'est que ces outils-là proposent leur propre solde et les clients utilisent leur solde, par exemple PayPal, pour payer vos produits.
Et là, du coup, c'est la plateforme qui gère ça d'elle-même. Le problème derrière, c'est qu'encore une fois, il va y avoir des coûts à prendre en compte parce que cette plateforme va prendre des commissions au paiement. Par exemple, je reviens sur le paiement par carte, mais des outils comme PayPal et compagnie proposent également du paiement uniquement par carte. Donc, ça peut aussi être un intérêt pour vous pour limiter les coûts. Ça peut être à prendre en compte. Autre point qui peut être à voir du côté technique, ça va être votre logistique. Quand je parle de logistique, c'est plus vraiment au niveau du transport de votre marchandise. Qui va gérer le transport? Est-ce que vous allez gérer international, etc. Ce genre de questions. Le premier point à voir, c'est évidemment quel transporteur vous allez utiliser pour livrer vos colis. Est-ce que vous allez prendre un transporteur qui livre très rapidement, mais qui peut peut-être vous coûter plus cher, ou un transporteur qui va vous coûter moins cher, mais qui va être peut-être un peu moins rapide à la livraison? Est-ce que vous allez faire de la livraison uniquement sur le territoire français? Est-ce que vous allez le faire uniquement dans votre région, ou dans vraiment tout le territoire français, ou même plus à l'international? Là encore, vous avez vraiment une notion de coût à prendre en compte. L'exemple que j'ai, alors il y a une entreprise, je me rappelle malheureusement plus de leur nom, qui vendait des vêtements et ils ont eu une commande qui venait d'Australie. Ils sont basés en France. Dans leur politique d'envoi, ils ont dit qu'ils étaient OK à faire de l'international. Ils reçoivent leur commande de l'Australie. Entre les frais de livraison plus les frais de douane, juste faire livrer quelques vêtements d'Australie a quasiment ruiné la boîte. Pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai pu voir le témoignage en regardant dans mes sources, une personne qui vendait des produits typiquement en dropshipping. Le fournisseur, il vendait le produit 10 €, la personne vendait le produit 18 €, mais derrière, il avait 15 € de frais de port parce que du coup, il s'était trompé dans sa politique et l'avait envoyé dans un autre pays. Et au final, le gars était perdant de quasiment 10 € sur son produit. Donc c'est vraiment très important à prendre en compte. Autre cas, du coup, je parle justement des frais de port. Beaucoup de sites proposent du coup de prendre en charge les frais de port. En général, ce sont des sites qui sont rentables en le faisant. Peut-être que ce ne sera pas votre cas. Donc, à vous de réfléchir. Est-ce que c'est intéressant pour vous de prendre en charge les frais de port ou pas? Encore une fois, pour éviter les problèmes que j'ai pu vous citer. De nos jours, l'écologie est vraiment un sujet extrêmement important. Je pense que vous en conviendrez. Et du coup, ça va devenir intéressant également de prendre en compte l'impact écologique. Si vous faites du transport à l'international, on est d'accord que la livraison par avion, en général, c'est pas génial. Donc, à vous de voir aussi si c'est pertinent pour vous, d'un point de vue écologique, peut-être par rapport à vos valeurs, de faire des livraisons de telle ou telle manière. Pour revenir du coup du côté écologique, on peut utiliser des solutions de transport qui sont innovantes. C'est le cas de Eeply, et je crois que ça va faire de ma part, je me suis trompé de nom, donc je m'excuse pour eux. Eeply en fait propose des colis qui sont réutilisables 100 fois. Donc c'est vraiment un colis que vous recevez. Vous mettez vos produits dedans, que vous envoyez, et lorsqu'ils sont reçus, le colis vous est renvoyé à vous et vous le réutilisez. Donc ce type de solution est vraiment intéressante et peut vraiment vous aider à à peut-être réduire en fait même des coûts de base ou tout ce qui touche à l'écologie. Autre point, du coup, ça va être l'idée de gérer vos stocks. Parce que malheureusement, quand vous faites un e-commerce, si vous ne faites pas de dropshipping, vous allez devoir... Voilà, Eeply, entreprise... Ah ouais, exactement. L'idée des stocks, en fait, c'est savoir où vous allez gérer vos produits. Si vous ne faites pas de dropshipping, vous allez devoir placer vos produits quelque part. Alors, l'école numéro 1, c'est que vous vendez des petits produits. Donc, dans ce cas-là, suivant la place que vous avez chez vous, vous pouvez les stocker chez vous et les faire partir. Dans ce cas-là, pas de problème. Si vous vendez des produits un peu plus encombrants, vous vous doutez bien que entasser une trentaine de cartons qui sont immenses dans une chambre ou dans un salon, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez éventuellement devoir peut-être prendre un local. Et encore une fois, ça va être des coûts en plus pour stocker votre marchandise. Dans le cadre où vous avez un magasin physique, si vous avez un magasin physique et un magasin en ligne, ce que je vous préconise, c'est d'avoir deux stocks séparés. Un stock pour le magasin physique et un stock pour le magasin en ligne. Le problème, si vous le reliez les deux, c'est que vous risquez d'avoir des problèmes sur des commandes en ligne et d'avoir en stock des produits qui sont censés être partis. Et ça peut très vite être rapidement un problème. J'ai l'exemple d'un des étudiants qu'on avait eu à Startech.
où sa tâche était de refaire les comptes de tous les produits après les commandes en ligne, parce que du coup, ils géraient leur stock physique et en ligne sur la même base. Et du coup, elle perdait toujours 1 heure, 1h30, voire même 2 heures de son temps chaque matin à devoir faire le compte de tous ces produits dans le stock physique et faire le comparatif avec les commandes qui ont été faites la veille, ce qui est à la longue presque ingérable. Autre point, si vous avez un magasin physique, si vous avez un logiciel de caisse, ça peut être intéressant pour vous de vérifier s'il y a un lien entre ce logiciel et votre stock. Ça peut vous faire gagner énormément de temps, du coup, lorsque vous vendez un produit, ce logiciel de caisse va pouvoir faire le point et enlever du stock votre produit. Ça vous évite de le faire de manière manuelle. Là, on a vraiment un intérêt pour vous à gérer ces stocks de cette manière. Autre point, donc on arrive vraiment à un stade où on a bien mis en place notre site, et là on veut vraiment le remplir et le rendre visible. Et quand je parle de le remplir, je parle de créer des fiches produits. Comme vous pouvez le voir à l'image, l'idée, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous remets la slide, c'est ce que vous avez ici, c'est vraiment mettre le titre de votre produit, de choisir la description, faire en sorte qu'elle soit pertinente pour les utilisateurs, qu'ils aient envie d'acheter, le prix, etc. Créer une fiche produit, ça prend énormément de temps. Alors, j'aimerais abuser du chat une petite seconde pour les personnes qui participent. Mettez-moi dans le chat combien de temps pour vous ça prend de créer une seule fiche e-commerce. S'il vous plaît, vous pouvez, dans la partie conversation, vous mettez le temps que vous avez et je m'en resservirai. Et à partir de là, vous allez devoir prendre en compte en fait ce qui touche au référencement naturel et payant. Ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est le fait d'être visible sur les moteurs de recherche, typiquement Google et compagnie, et c'est le fait de se trouver vraiment le plus haut possible. Alors là, j'ai un 10 minutes par exemple. Il y a une étude qui a été faite, j'ai 5 minutes, je continue, je vous laisse encore débattre. J'ai un 30 minutes ici. J'ai un 10. Voilà, exactement. Merci. Florian répond exactement à ma question. Donc j'ai une moyenne entre 5 et 30 minutes. Donc félicitations à Frédéric qui touche le gros lot. Il y a une étude en fait d'une entreprise qui s'appelle Affineo qui propose des solutions, notamment du e-commerce, et qui a fait une étude et qui indique que rédiger une bonne fiche produit, du coup avec du bon référencement et vraiment pour avoir quelque chose de très propre et très carré, prend entre 20 et 35 minutes par fiche. Vous vous rendez compte que c'est absolument énorme pour créer ne serait-ce qu'une seule fiche produit. Et que, alors, on ne voit pas vraiment le texte de la mienne que j'ai faite ici, mais je l'ai fait en littéralement 40 secondes. Donc, la mienne ne répond à aucun critère de référencement. Donc, du coup, c'est vraiment un temps qui est à prendre en compte pour vous. Ça va prendre énormément de temps. Si vous avez un catalogue de 100 produits, vous vous doutez bien que pour les rendre vraiment tous pertinents et tous intéressants d'un point de vue référencement, ça va prendre énormément de temps. L'autre solution serait peut-être de payer quelqu'un. Mais là, si vous payez quelqu'un, ça va revenir très cher. Tout ce qui touche au niveau donc comme je dis, du référencement, vous pouvez faire aussi du référencement payant. Donc, payer le moteur de recherche pour être rapidement visible et du coup pouvoir être vraiment mis en avant. Le souci, comme je dis, c'est que le e-commerce est un secteur extrêmement concurrentiel. Donc, du coup, ça peut vous coûter très cher de simplement vous retrouver en haut d'une page Google. Donc, ça, faites très attention. Pour rendre visite votre site également, il va y avoir les réseaux sociaux. Du coup, une page Facebook, Instagram. Comme je l'avais dit en fait au tout début, l'idée va être pour vous de la créer et de l'alimenter pour générer une communauté et lui donner envie d'accéder à votre site. Mais là encore, c'est du temps en plus pour vous. Vous allez devoir prendre des photos, rédiger du contenu, encore une fois, prendre en compte des notions de référencement et de marketing pour donner envie à votre clientèle d'acheter vos produits et d'aller sur votre site. Donc vraiment, ça, c'est à prendre en compte. L'autre exemple, encore une fois, pourrait être éventuellement d'embaucher quelqu'un pour le faire. Mais là, au lieu du temps en plus, c'est vraiment des coûts en plus. Donc c'est à vous de voir et de le définir. L'autre exemple qui peut être intéressant et pertinent pour rendre visible votre site web, ce serait d'utiliser des places de marché. Les places de marché, donc encore une fois, on en connaît tous, Amazon, la Fnac, eBay, Cdiscount, etc. Ce sont des endroits où vous pouvez placer vos produits
et vous pouvez bénéficier en fait de la visibilité de la plateforme pour vendre vos produits. Typiquement, vous pouvez mettre vos produits sur Amazon et toute la clientèle d'Amazon pourrait les voir. L'énorme avantage de ça, c'est qu'évidemment, vous gagnez en visibilité, vraiment une très très grande visibilité. Vous pouvez tester de nouveaux produits, vérifier s'ils fonctionnent, par rapport peut-être même à la concurrence, vérifier si la concurrence, quel produit fonctionne, de quelle manière, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et s'y adapter. Le gros point négatif de ça, c'est que vous êtes directement collé à votre concurrence. C'est qu'en un clic, votre client peut très bien voir le produit d'à côté, voir s'il est mieux, moins cher, plus pertinent, s'il a plus d'avis, etc. Et là, du coup, on est vraiment sur un... C'est à vous de vérifier, est-ce que pour vous, c'est pertinent de vous placer sur les places de marché ou est-ce que c'est trop risqué de se comparer à la concurrence? Dans ce cas-là, vous ne le faites pas. L'autre point, on y revient toujours, ces places de marché prennent des commissions à la vente. Typiquement, Amazon prend 99 centimes d'euros par unité vendue. Si jamais ça devient trop cher pour vous de le faire, vous pouvez payer un abonnement à 39 euros par mois. Mais ça fait toujours un coût en plus à prendre en compte. Donc voilà pour les places de marché. Donc encore une fois, ça peut être pertinent, mais à vous de voir si ça l'est pour votre produit ou pas. L'autre point va être de gérer vos avis clients. Donc là, on est vraiment sur la partie où on a un peu finalisé le site et qu'il est visible. Vos avis clients, c'est vraiment la chose qui va être le plus important pour vous. Selon une étude de l'IFOP, 58% des internautes français effectuent une recherche d'avis consommateur sur Google, et ce, avant même d'acheter un produit ou de vouloir même acheter un produit. C'est-à-dire qu'ils entendent parler d'un produit, ils n'ont pas forcément envie de l'acheter, mais ils vont quand même vérifier si le produit fonctionne bien, si ça plaît aux gens, etc. Donc ça, c'est très important. Vos avis clients, vous allez pouvoir les collecter. Donc typiquement, les outils WooCommerce, etc. proposent de collecter les avis clients et de mettre des notations. Ces avis clients, s'ils sont positifs, vous font gagner en notoriété, évidemment. S'ils sont négatifs, ils peuvent également vous permettre de vous améliorer, de savoir ce qui ne va pas et du coup d'adapter votre produit ou votre service à ces avis. Autre point extrêmement important, les avis clients génèrent en fait du trafic sur votre site web. Lorsqu'une personne va commenter ou mettre une note sur votre produit, sur votre site, tout ce qui tourne autour du référencement va considérer votre site comme étant vivant. Et s'il est vivant, il est mis en avant. Excusez-moi. Ok. Si votre site est vivant, il est mis en avant sur les moteurs de recherche. Et s'il est mis en avant, vous avez forcément plus de personnes qui vont venir dessus. L'autre point, ça va être de gérer les arnaques. Comme je l'ai dit, c'est un secteur qui est en pleine expansion. En général, quand un secteur est en pleine expansion, il y aura toujours des petits filous pour essayer de contourner le système et essayer d'arnaquer les gens. Donc, la première chose à faire, ça peut être évidemment de faire de la prévention du public. Si vous sentez ou voyez que vous êtes visé par des types d'arnaques, prévenir votre public que ça peut arriver. Et j'ai deux types d'arnaques que je peux vous présenter. On peut avoir la fraude au retour, où l'idée est en fait que vous envoyez un colis à un client. Ce client reçoit le colis, vous envoie un message comme quoi le colis ne l'intéresse pas, ne lui plaît pas et vous demande un remboursement. Il vous renvoie le colis, vous faites le remboursement, mais lorsque vous recevez le colis, vous vous rendez compte que soit le colis est endommagé, soit il n'y a littéralement plus le colis. Et à partir de là, vous avez envoyé de l'argent à une personne et qui garde en plus de ça son produit. Il le paye complètement gratuitement. Donc ça, c'est à vous de faire attention, notamment dans votre politique de renvoi, de vérifier ce genre de choses. L'autre cas d'arnaque, on peut avoir ce qu'on appelle l'arnaque à l'intermédiaire, où une personne va commander un colis, mais mettre une autre adresse avec une autre personne qui renvoie le colis. Vous envoyez un message comme quoi il n'a pas reçu le colis, parce que du coup, lui, en tant que personne, ne l'a pas reçu. Vous faites le remboursement et l'intermédiaire renvoie le colis. Et encore une fois, la personne reçoit de l'argent et son colis de manière sans aucune pression, il peut le faire comme ça. Donc ça existe. Pour éviter le genre de cas pour vous, toujours vérifier la provenance des paiements. Si vous recevez un paiement si l'adresse du paiement elle est en Angleterre, que l'adresse IP elle est au Canada et que la personne elle est basée à Paris, faut peut-être faire attention. Il y a toujours des outils qui permettent de le faire, mais soyez prudents si vous avez ce genre de cas-là. L'autre point peut être d'envoyer des colis recommandés. Comme ça, vous êtes sûr et certain que la personne qui reçoit le colis est la bonne personne. Voilà un peu pour cette partie-là, gestion de clients et gestion des arnaques. À ne pas oublier, du coup, quand vous avez un site web,
c'est, comme je l'ai dit, et j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure, c'est de gérer tout ce qui tourne autour de vos conditions générales de vente. Votre condition générale de vente, ça définit votre sécurité. C'est votre politique de renvoi, votre politique de remboursement, votre politique de transport. C'est vraiment toute cette base-là, ça peut être lu par certaines personnes pour, en général, les contourner. Ce sont souvent les choses que personne ne lit, mais c'est très important de les avoir parce que c'est vraiment votre sécurité. Autre chose à faire, quand vous passez sur certains sites, typiquement PrestaShop ou même WordPress, il y a de l'utilisation de cookies qui peut être mis en place. Ces cookies-là, vous devez demander à l'utilisateur s'il vous autorise à les utiliser ou non. Et assez souvent, sur un site WordPress, vous allez devoir installer des choses en plus pour pouvoir le faire. Ça, c'est à prendre en compte également. Pour finir, je fais juste une aparté du coup sur la RGPD, sur la réglementation des données. Si vous avez des formulaires d'envoi autres que juste formulaire de carte bancaire, ou même ce formulaire-là, vous devez quand même préciser à quoi vont servir les données et préciser que vous n'allez peut-être pas forcément les réutiliser, ou si vous les stockez, à quelle fin vous allez les stocker. Donc ça, c'est quand même très important à prendre en compte. Ces notions-là de loi et de protection des données se durcissent vraiment de plus en plus. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour vous. Je voudrais faire une petite aparté sur le côté physique. Là, on parle vraiment du principe où vous montez un e-commerce de toute pièce et que vous n'avez rien de physique. Quel pourrait être l'intérêt pour vous d'avoir un point de vente physique et quel serait le côté négatif? L'intérêt majeur, c'est que vous gagnez une grande notoriété au niveau de la marque. Vous avez quand même une énorme vitrine physique dans une boutique, entre guillemets, dans la vie réelle, et ce qui est déjà beaucoup. Il y a une très bonne expérience utilisateur cette fois-ci, une très bonne expérience client. Vous avez des clients qui vont venir, avec qui vous pouvez discuter. Ces clients vont juste aller dans le magasin, regarder les prix, en parler, faire venir d'autres clients. Vous allez avoir des clients fidèles, etc. Et là, du coup, cette expérience-là du client, vous l'avez uniquement dans le côté physique. Et ça peut être vraiment important. Il y a une notion de gratification instantanée du client, parce que, encore une fois, beaucoup de gens font encore leurs achats complètement physiques pour ce côté-là. L'idée de la gratification instantanée, c'est qu'une personne va acheter son produit, elle le paye et elle l'a directement dans les mains. Quand elle fait du e-commerce, elle le paye, mais elle doit attendre 2, 3, 5, 7 jours pour le recevoir directement, suivant les frais de port ou la durée de livraison. Et du coup, c'est pour ça que des gens ont tout intérêt à acheter directement en boutique des sites web, des produits. Donc voilà un intérêt. L'autre intérêt, ça va être des coûts d'expédition qui vont être un peu plus minimes parce que vous partez directement de votre boutique. L'aspect négatif, on y revient toujours, c'est l'impact financier. Si vous avez une boutique physique, si vous avez des locaux à payer, peut-être de l'électricité, de l'eau, du chauffage, etc. Et là, du coup, c'est vraiment un impact financier qui est à prendre en compte et qui est non négligeable. L'autre point, par contre, si vous n'avez juste un point de vente physique et pas forcément une boutique en ligne, c'est que votre portée avec votre clientèle va être réduite. Et là, à partir de là, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient plus pertinent de le faire lorsque vous avez vraiment un e-commerce et un point de vente physique. Avant de finir, je voudrais du coup débunker vraiment la grande question qu'on peut tous se poser et qu'on a tous pu avoir lorsqu'on a vu peut-être des reportages ou des articles en ligne. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça de devenir rentable lorsqu'on fait un e-commerce? Est-ce qu'on peut devenir riche facilement et efficacement? Pas vraiment, on est d'accord. Je vous en ai beaucoup parlé. Monter un e-commerce, ce sont des coûts, énormément de coûts parfois à prendre en compte, ou parfois prendre énormément de temps. Les avantages de se lancer dans l'e-commerce, c'est que vous allez pouvoir travailler de chez vous avec vos horaires. Maintenant, si vous pensez que vous allez faire un 35 heures et devenir complètement rentable sur e-commerce, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que vous pouvez sans aucun problème doubler votre nombre d'heures et parfois ne toujours pas être rentable. Autre point intéressant, vous avez souvent un régime de micro-entrepreneur et ce régime-là peut être intéressant dans le sens où les taxes sont assez minimes, en tout cas au début. Il y a des dispositifs qui existent pour réduire en fait la taxe au niveau des salaires, des paiements et de la déclaration de vos revenus. La déclaration toute bête d'un e-commerce est simple et peu coûteuse. Hein. Même la création d'une auto-entreprise pour vous, c'est toujours simple et peu coûteux. Par contre, encore une fois, si vous rentrez dans des créations de sites compliquées, le côté coûteux, là par contre, simple et peu coûteux, vous l'oubliez tout de suite, très sincèrement.
Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de secteurs qui existent et vous pouvez très bien vous spécialiser dans une niche pour du coup avoir assez peu de concurrence et vraiment avoir un public cible et être assez facilement rentable. Mais c'est assez rare quand même, il faut faire attention. Et du coup, évidemment, les points très négatifs, c'est comme je l'ai dit, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. 11% des e-commerce en plus par année. Vous vous doutez bien qu'il y a énormément de gens qui veulent faire la même chose, qui vont forcément peut-être avoir les mêmes idées que vous. Et là, va falloir s'en démarquer. Vous devez avoir un modèle économique qui va être défini. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous faites un e-commerce sans forcément savoir ce que vous allez vendre, pour qui vous allez vendre ou quoi que ce soit, c'est le meilleur moyen de juste donner l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites et personne ne va vouloir acheter. Comme je l'ai dit, c'est extrêmement chronophage comme milieu, comme façon de faire. Oubliez tout de suite le principe de faire 35 heures et d'être rentable. Vraiment, ça, je peux vous le garantir et je vous promets, c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et ne vous basez pas forcément sur ce que vous pouvez voir sur Internet et sur les reportages. Très souvent, quand on voit des reportages en ligne de personnes qui ont du succès en seulement 1 an grâce à e-commerce, ce sont des gens qui sont déjà de base assez connus et qui ont déjà une communauté, en fait, peut-être sur des réseaux sociaux. Et cette communauté fait de l'achat. Ils ont déjà leur base de clientèle. Et à partir de là, effectivement, ils peuvent commencer à gagner un petit peu d'argent. Avant de conclure, à partir de là, je voudrais juste faire un petit point sur une attention par rapport aux formations douteuses. On en croise tous sur Internet des formations qui vous promettent de devenir e-commerçant en une journée ou d'être rentable avec un e-commerce en 6 heures ou même en ne serait-ce qu'une semaine. En général, ces formations vous proposent juste de faire du dropshipping et en vous montrant des techniques plus ou moins légales pour être potentiellement rentable. Ça fonctionne assez rarement et la majorité des points que j'ai pu aborder dans ce webinaire ne sont même pas vus par ces formations-là. Faites toujours attention à ce type de formation, au coût que vous pouvez payer et vraiment à ce genre de choses en général. On ne s'improvise pas e-commerçant en 2 jours. Les formations là prennent souvent du temps, donc c'est vraiment à réfléchir et à prendre en compte. Donc voilà pour ce webinaire. Donc pour conclure, le e-commerce, c'est vraiment un secteur qui est extrêmement concurrentiel, c'est extrêmement chronophage. Vous pouvez vous lancer dans l'aventure, c'est vraiment pas un problème, mais il faut vraiment que vous ayez conscience que ça demande énormément de travail, énormément de temps, et assez souvent pour assez peu de rentabilité, du moins au début. Voilà pour moi. Je vous remercie tous de m'avoir écouté, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions là en débloquant votre micro. On peut y répondre. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps avant de clôturer ce webinaire. Pas de questions. Personne n'ose. Vous pouvez les écrire, on peut les lire aussi également. Visiblement, il n'y a pas de questions. Là, s'il n'y a pas de questions. Parce que vous avez été très très clair. Thomas, moi j'en ai une du coup, Oui. Frédéric, je vais en profiter. Est-ce que du coup dans les études ou les analyses que vous êtes amené à faire, vous avez une visibilité sur les évolutions du marché autour du e-commerce pour l'année prochaine par exemple? Alors, au niveau des prévisions, alors j'ai pu voir au niveau des sources que j'ai pu chercher, il y a des prévisions. On reste dans une évolution constante. D'accord. Donc là, au niveau du chiffre d'affaires, il prévoit un chiffre d'affaires peut-être encore 30 milliards au-dessus. Alors, je reviens plus sur la slide qui parle des chiffres d'affaires. On est actuellement sur un chiffre à 129 milliards en 2021. On s'approche des 145 milliards, je crois. Si je ne me trompe pas, je me souviens plus précisément si c'est dans ces eaux-là. Et même pour 2023, on estime un chiffre à quasiment 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur une évolution constante. Merci. Bah, écoutez, si on n'a vraiment plus de questions, pas plus de questions, on peut clôturer ce webinaire et je vous remercie à tous. Frédéric, si vous voulez conclure, je vous en prie. Oui. Du coup, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que Ouais, il y a je vois une une question? question. Pour les contrats de la Poste, du coup. Oui, alors du coup, je vais faire le lien. Alors, bon, pourquoi
on co-anime ce type de webinaire, c'est parce que nous aussi, au niveau du groupe La Poste, en fait, on est très en adéquation avec ce qui a été présenté. On est des acteurs qui pouvons vous aider clairement sur tout ce qui est création de site internet, tout ce qui est expédition logistique, donc préparation de commandes, comme ça a été présenté par Thomas. On peut vous accompagner puisqu'on a aussi des lieux de stockage, de préparation de commandes et de distribution. On peut vous accompagner aussi sur tout ce qui est envoi de colis en France et à l'étranger, avec l'embarquement de toutes les règles, notamment des taxes qu'on a pu évoquer dans la présentation de Thomas. Sachez aussi que sur tout ce, si vous vous posez des questions sur tout ce qui est création de mailing, d'opérations marketing clé en main, qu'elles soient multicanales, que ce soit par le biais du courrier en dématérialisé, que ça peut être aussi par le biais de SMS ou d'autres types d'opérations sur les réseaux. On peut vous accompagner si vous vous questionnez. Et puis, sachez aussi que dans le cadre des projets de création d'activités, on a aussi des correspondants chez nous sur tout ce qui est lié au financement de vos projets avec la Banque Postale, puisque ça fait partie de notre groupe, où on peut vous accompagner et aussi vous conseiller sur vos projets. Donc, n'hésitez pas en fait à nous contacter. Marie donnera nos coordonnées. On a des commerciaux sur tout le territoire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, vous avez mes coordonnées aussi dans le cadre de la présentation. Donc, on vous mettra en rapport. Mais franchement, n'hésitez pas sur vos projets pour qu'on puisse vous accompagner sur tout au long de la chaîne et du questionnement que vous pouvez avoir. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Et puis, je voulais remercier l'équipe de la CCI, toujours très active sur ces webinaires. Et puis, Thomas, de votre participation, parce que c'était très éclairant, enfin, pour ma part. Et j'espère que vous n'hésiterez pas à nous recontacter les uns les autres. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, merci à tous. Et effectivement, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir la présentation et les coordonnées notamment de Frédéric de La Poste. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci de votre participation et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.